Donc, merci au comité d'organisation de m'offrir la possibilité de vous présenter la gestion des antithrombotiques en urgence coronaire. Donc, pour lequel je n'ai aucun conflit d'intérêt, si ce n'est sur la maladie coronaire elle-même. Et on va parler donc des urgences coronaires, des syndromes coronariens aigus, avec deux parties. Une partie sur le sus-décalage du segment ST et une partie sans sus-décalage du segment ST. Mais avant ça, on va faire un rappel des antithrombotiques qui concernent deux parties. Il y a les antiagrégants plaquettaires, dont vous connaissez l'aspirine, qui est le plus ancien encore utilisé aujourd'hui, auquel on associe souvent dans les urgences une bithérapie antiagrégante, donc un deuxième, dont la classe, le mécanisme préférentiel sont les inhibiteurs du récepteur P2Y12 à l'ADP sur les plaquettes. Donc le plus ancien connu, est le clopidogrel, qui est encore aujourd'hui utilisé, et puis trois médicaments plus récents, deux par voie orale, le prasugrel, le ticagrelor, et le cangrelor qui est par voie injectable. Par voie injectable, on a aussi des antiagrégants très puissants qui inhibent la glycoprotéine 2B3A, pardon. Et donc ces antiagrégants vont jouer vraiment sur les plaquettes, inhiber la formation du clou plaquettaire. C'est bon pour le son ? Et à côté de ça, on a les anticoagulants qui vont jouer sur les facteurs de la coagulation. Donc on a le plus utilisé qui est l'enoxaparine, qui est une héparine de bas poids moléculaire. Et le fondaparinux, alors qui n'est pas tout à fait une HBPM, qui est une HBPM-like, qui est un patasaccharide, mais qui agit sur un mécanisme d'action similaire, qui va inhiber le facteur 10A activé par l'intermédiaire de l'antithrombine 3. Et on a les héparines non fractionnées par voie injectable qui vont inhiber à la fois la thrombine, à la fois le facteur 10A. Et on a la bivalirudine, qui est une urudine, qui inhibe directement la thrombine. Donc les anticoagulants participent à la diminution de la formation de thrombine. Voilà, et à côté de ça, effectivement, ensuite, on a les fibrinolytiques. Donc, parmi les antiagrégants plaquettaires, donc vraiment les inhibiteurs du P2Y12 ont révolutionné la prise en charge du syndrome coronarien aigu, d'abord avec le clopidogrel, puis avec des traitements plus puissants, le prasugrel, et ensuite le ticagrelor, qui a une fixation réversible au récepteur. Donc, pour raccourcir le délai d'action de ces molécules, on fait quasiment systématiquement une dose de charge pour raccourcir ce délai d'efficacité à quelques heures plutôt que plusieurs jours d'action. Aucun de ces médicaments n'a une élimination rénale. Donc quand on s'intéresse à la prise en charge antithrombotique dans le syndrome coronarien aigu, avec décalage du segment ST, la première question qui vient à l'esprit, c'est quel est le choix de la stratégie de reperfusion qu'on va adopter. Et donc ça dépend du timing entre le début des symptômes, à quel moment ils se présentent, à quel moment on fait le diagnostic, et le délai entre la prise en charge vers le centre d'angioplastie. Est-ce que ce délai est supérieur à 120 minutes? Donc ça dépend bien sûr de l'importance du réseau préhospitalier et du réseau hospitalier et de la situation géographique du patient et des salles d'angioplastie. Donc le traitement de référence, ça reste l'angioplastie primaire, donc qui est supérieure à la thrombolyse, qui a montré une diminution franche de la mortalité, une diminution des événements ischémiques cardiaques ou cérébrales, une réduction des complications hémorragiques, et il faut y associer donc une bithérapie antiagrégante, donc qui inclut l'aspirine systématiquement avec une dose de charge, on dit IV ou Péros, peu importe, et un deuxième antiagrégant sur lequel on va favoriser les plus récents, donc prasugrel ou ticagrelor en dose de charge aussi, et dans le SKST+, il faut les donner dès que possible. Les inhibiteurs de la glycoprotéine sont réservés en salle de cathétérisme en cas de situation de charge thrombotique très importante, de situation très compliquée, de difficulté à revasculariser une artère, et donc une place dans la prise en charge préhospitalière. Le prasugrel a montré une supériorité nette par rapport au clopidogrel dans une étude bien conduite, avec un surrisque hémorragique dans cette population. Il reste contre-indiqué en cas d'antécédent d'AVC ou d'AIT, et il faut adapter la dose en cas de poids inférieur à 60 kg ou d'âge supérieur à 75 ans. Le ticagrelor a également montré une supériorité par rapport au clopidogrel, avec une réduction franche des événements ischémiques, et donc c'est les deux molécules qu'il faut privilégier dans les syndromes coronariens aujourd'hui. Il ne faut pas l'utiliser en cas d'insuffisance hépatique ou d'AVC hémorragique. Il y a une étude qui a comparé prasugrel versus ticagrelor. Il est publié en 2019, où ils ont inclus 4000 patients, 4000 syndromes coronariens aigus, où donc la moitié de ST+, et la moitié de ST-, et finalement 13% d'angor instable. Et cette étude avait montré, alors elle a des limites, on pourra en discuter, mais elle a montré une supériorité du prasugrel sur le ticagrelor, tant en termes d'efficacité sur les événements cliniques que sur la sécurité, avec une réduction des événements hémorragiques. Mais les stratégies de traitement étaient différentes. Effectivement, dans le SKST-, il y avait un pré-traitement systématique sous ticagrelor et l'absence de pré-traitement sous prasugrel, ce qui
complexifie en tout cas l'interprétation de cette étude. Parmi les antiagrégants injectables, on a le Cangrelor qui a été étudié contre clopidogrel, qui montre un bénéfice ischémique assez net, mais avec au dépend d'un risque hémorragique qui est plus important. Et finalement, il est peu utilisé parce que, il est cher et surtout qu'il ne s'est pas évalué aux nouveaux traitements anti-agrégants oraux qui sont aujourd'hui la référence et qui marchent très bien, qui ont un délai d'action qui est beaucoup plus court que le clopidogrel. Donc effectivement, ils ont une place qui est peu importante et qui peut avoir lieu dans les patients non pré-traités alors qu'on va vers une angioplastie ou chez qui l'absorption orale est difficile, voire impossible. Et on pense effectivement aux patients qui ont ressuscité d'un arrêt cardiaque, chez qui la dose d'anti-agrégant oral est difficile à donner en préhospitalier. Donc les anti-GP de B3A, on en a déjà parlé, ils ont peu de place en préhospitalier, mais en salle de cathétérisme. Donc associé à la bithérapie antiagrégante, toujours une anticoagulation curative, qu'elle soit de l'héparine non fractionnée à la dose moyenne de 70 unités kilo ou l'énoxaparine par voie intraveineuse. Avec certains signaux qui montrent que ça fait au moins aussi bien que l'héparine non fractionnée. Et on a la bivalérudine qui a été évaluée dans plusieurs études contre l'héparine non fractionnée, qui n'a aucun impact sur les critères durs, mais qui montre une diminution du risque hémorragique et au prix d'une augmentation du risque de thrombose aiguë de stent. Donc c'est une molécule qu'il faudra réserver chez les patients à risque hémorragique très élevé ou ceux qui ont une contre-indication à l'héparine, notamment en cas de thrombopénie induite par l'héparine. Le fondaparinux n'a aucune place dans le SKST+. Donc l'alternative à l'angioplastie primaire sera la fibrinolyse. Donc, pour lequel l'indication sera retenue si on a des symptômes qui durent depuis moins de 12 heures et quand on a un délai vers le centre d'angioplastie qui est supérieur à 120 minutes. Il faut administrer ce traitement le plus tôt possible, donc dans les 10 minutes suivant le diagnostic de SKST+. Et le traitement est d'autant plus efficace qu'on est à une prise en charge précoce du SKST+, et ça marche très bien effectivement dans les 2 heures de présentation du patient et l'efficacité diminue franchement dans les heures suivantes. Donc on a plusieurs molécules, ce qu'il faut retenir, c'est à peu près 1% d'hémorragie cérébrale grave sont thrombolyses qui sont favorisées par l'âge avancé, les petits poids, le sexe féminin et l'hypertension notamment non contrôlée. Associé à la thrombolyse, il faut aussi associer donc une bithérapie antiagrégante avec l'aspirine en dose de charge, le clopidogrel en dose de charge de 300 mg qui serait un peu moins forte que dans l'angioplastie primaire si on devait le faire. Donc 300 mg quand on a un âge inférieur à 75 ans. Sinon, c'est juste un seul comprimé. On ne fait pas de dose de charge au-delà de 75 ans. Et il faut éviter, en cas de thrombolyse, d'associer des anti-GP de B3A, éviter les nouveaux traitements anti-agrégants plaquettaires comme le prasugrel ou le ticagrelor, puisqu'on a un surrisque hémorragique qui est important et qui a été prouvé dans une étude avec le ticagrelor. Donc on associe toujours une anticoagulation curative, que ce sont les mêmes, l'énoxaparine ou l'héparine non fractionnée, avec peut-être une petite tendance à faire un peu plus d'énoxaparine dans cette indication. Et surtout, il faut y associer donc un traitement d'entretien, donc soit un traitement sous-cutané pour les HBPM, soit une seringue électrique d'héparine en continu pour les héparines non fractionnées. Et pourquoi finalement maintenir un traitement, ce qu'on ne fait pas toujours dans l'angioplastie primaire? C'est juste qu'après la thrombolyse, il y a de l'attente pour l'angioplastie. Donc dans les études qui l'ont évalué, effectivement, il y avait entre 1 et 2 jours d'attente pour ensuite aller à l'angioplastie sur un succès de thrombolyse bien sûr. Et donc dans cette attente, il faut maintenir effectivement une anticoagulation. Il y a une charge thrombotique qui est très importante. Et donc dans l'attente de la coronographie, dans l'attente de l'angioplastie, il faut maintenir un niveau d'anticoagulation qui est très importante puisque la durée d'action de la thrombolyse finalement sera assez faible. Il faut éviter les réinfarctus. Les HBPM sous-cutanés sont beaucoup plus stables que les l'héparine non fractionnée. La dose est facile à prédire. Donc forcément dans l'étude, ça sortira en faveur, je pense, des HBPM. La vraie question que je me pose, sur laquelle je n'ai pas la réponse, c'est est-ce qu'il y a une supériorité d'HBPM dans l'héparine et vraiment est-ce qu'il y a un intérêt à une dose d'entretien dans les gens qui sont thrombolysés et qui ont un accès à la coronographie assez rapidement, qui vont à la coronographie dans les 2 ou 4 heures. Est-ce que ça vaut le coup de poursuivre comme ça des traitements d'entretien qui ne sont pas non plus anodins? Donc c'est une vraie question sur laquelle je n'ai pas la réponse. Et en tout cas, même s'ils sont thrombolysés, il faut prioriser le transfert. Voilà, il ne faut pas se dire qu'on thrombolyse parce qu'on est un peu loin et puis après on réfléchit un peu pour le transport. Il faut vraiment prioriser le transfert. Des fois, on peut avoir des transferts un peu tardifs aussi parce qu'on n'a pas de disponibilité de SMUR dans un centre secondaire. Mais effectivement, on ne prédit pas le succès de la thrombolyse et il faut les rapatrier donc, le plus rapidement possible dans un soin intensif qui bénéficie d'une coronographie pour pouvoir justement convertir en angioplastie de sauvetage si besoin. Donc je rappelle les contre-indications de la thrombolyse qui sont bien connues et qui incluent la prise d'anticoagulants au long cours.
Donc ça fait, on va citer 3 ou 4 cas particuliers dans les SCA ST+. Le premier, vraiment, c'est l'anticoagulation au long cours, qui est associée à des antiagrégants. Sans parler de la thrombolyse, déjà, on a un surrisque hémorragique qui est de 2 à 3 fois à la bithérapie antiagrégante seule. Donc ça en fait une contre-indication alors qu'elle est toutefois relative à la thrombolyse. Et donc il faut privilégier chez ces patients une angioplastie primaire, même si les délais sont supérieurs à 2 heures. On peut compléter par une anticoagulation parentérale, dont la dose est à déterminer en fonction de la dernière prise d'anticoagulant oral. Et il faut éviter les nouveaux antiagrégants plaquettaires très puissants, soit par voie injectable, soit par voie orale. Et on va privilégier le Plavix, le clopidogrel, avec une dose de charge optimale dans cette indication, associée bien sûr à l'aspirine. Dans l'arrêt cardiaque, donc il faut privilégier aussi l'angioplastie primaire, parce que vous avez un surrisque hémorragique qui est très important, qui est lié aux troubles de la crasse sanguine post-ressuscitation, et au traumatisme, soit de la chute, de l'arrêt cardiaque ou en tout cas des manœuvres de massage cardiaque. Mais il faut savoir aussi que dans l'hypothermie thérapeutique, vous avez une diminution de l'absorption et de l'efficacité des antiagrégants plaquettaires. Et donc ça va pouvoir inhiber, effectivement, diminuer cette efficacité. Et il y a souvent aussi un oubli ou un retard, en tout cas à l'administration du deuxième antiagrégant, même dans les SCA ST+, parce que la voie d'abord est compliquée, la voie orale est compliquée. Et donc là, c'est vraiment une place pour les inhibiteurs du P2Y12 par voie injectable, le Cangrelor, donc très cher, ou parfois à défaut les inhibiteurs de glycoprotéines, et sinon le ticagrelor orodispersible peut avoir une place dans une sonde nasogastrique chez les patients intubés. Les cheveux âgés, ils ont un surrisque hémorragique qui est très important, qui est lié à l'âge avancé, qui est lié aux comorbidités, dont l'insuffisance rénale et aux polymédications. Donc au-delà de 75 ans, on va adapter un peu les protocoles à cet âge avancé. Donc si on part sur une thrombolyse, la dose de thrombolyse va être diminuée par 2, et on ne fera pas de dose de charge de clopidogrel, et il n'y aura qu'un seul comprimé. Et en cas de traitement au long cours par trace du grêle, il faudra diminuer la posologie à 5 mg plutôt que 10. Donc les insuffisants rénaux sont plutôt bien représentés dans les études dans le syndrome coronarien aigu, ils représentent à peu près 30% dans plusieurs cohortes. Ils ont un pronostic qui est plus sévère, ils font plus de complications, et notamment hémorragiques. Il n'y a pas à adapter la dose des traitements antiagrégants oraux. Par contre, il faut adapter effectivement les héparines de bas poids moléculaire. Il faut diviser par 2 la dose quotidienne d'HBPM en une injection par jour. Le fondaparinux est plutôt à éviter, voire contre-indiqué, en tout cas en curatif quand la clairance est inférieure à 20. Et il faut adapter les anti-IgP de B3A en cas de thrombopénie induite par l'héparine. Donc on utilisera préférentiellement la bivalvuridine dans les centres qui en disposent. Si on change de registre et qu'on va sur le syndrome coronarien aigu sans SUS-ST, on se rend compte que c'est une entité qui est beaucoup plus compliquée. Voilà, ce diagnostic est vraiment très large, et ça englobe un spectre continu d'angor stable, d'angor instable, de douleur thoracique, d'élévation de troponine dans un contexte un petit peu différent. Et c'est vraiment difficile de faire le diagnostic. On s'aide sur, bien sûr, les caractéristiques sémiologiques de la douleur, est-ce qu'il est typique, pas typique, sa localisation, sur l'électrocardiographique, est-ce qu'il y a des modifications en tout cas dynamiques, et sur la troponine, à doser, à redoser, à cycler. Et en fonction de ça, effectivement, on va établir des diagnostics plutôt de certains de SCA avec élévation de troponine, plutôt des angors instables, plutôt rien, plutôt des douleurs thoraciques ou pas, qui n'ont pas de sens. Mais en tout cas, le diagnostic est beaucoup plus difficile. Et ça, on le ressent un petit peu dans les différentes études. Mais en tout cas, la tendance aujourd'hui, donc la tendance actuelle, dans les recommandations, c'est surtout le primum non nocere. Donc il ne faut pas nuire aux patients par le traitement antithrombotique. Et donc dans les SCA, il est rappelé qu'il n'y a plus aujourd'hui, il n'est plus recommandé de mettre de pré-traitement systématique dans les SCA ST-. Pour le deuxième antiagrégant plaquettaire, d'accord, en P2Y12, et il faut plutôt connaître l'anatomie coronaire. Mais dans ces recommandations, on dit aussi que ça dépend effectivement du délai sur lequel vous allez à la coronographie, et on va le voir dans les différentes études, et ça dépend bien sûr du risque hémorragique du patient. S'il est faible, qu'il y a des modifications électriques qui sont très importantes, que vous croyez au SCA ST-, que la douleur est typique, que le délai à la coronographie est un peu prolongé, donc il y a une place qui est certaine, en tout cas pour le pré-traitement dans cette indication. Donc ce n'est pas criminel de pré-traiter un patient, c'est sûr, c'est qu'il faut réfléchir de manière importante, et il ne faut pas faire de pré-traitement systématique. Donc pourquoi le pré-traitement? Alors c'est un gros débat, je pense que ça changera peut-être dans les années qui viennent sur les prochaines études, mais il y avait une indication à pré-traiter les patients qui étaient sous clopidogrel dans le SCA ST-. Pourquoi? Parce que le délai d'action du clopidogrel, effectivement, de plusieurs heures. Quand vous avez le clopidogrel qui agit en 8 heures ou 10 heures, vous faites une coronographie, si vous mettez un stent ensuite sur un SCA ST-, pendant 8 ou 10 heures, votre patient n'a qu'un seul antiagrégant. Donc c'était
trop léger, vous avez un risque de réinfarctus, de thrombose de Sten, de complications qui étaient beaucoup plus importants. Et les dernières études sur les antiagrégants plus puissants, que ce soit le prasugrel, le ticagrelor, montrent qu'il n'y a plutôt pas de bénéfice à pré-traiter ces patients avant de faire le diagnostic à la coronarographie, mais simplement parce qu'effectivement le délai d'action est extrêmement court. Donc le bénéfice à pré-traiter dans ces grosses études, en termes d'ischémie, est plutôt nul, et vous avez une majoration des complications hémorragiques. Mais alors que le match, on semble qu'il est plutôt plié si on suit rapidement un petit peu ces études. Donc la vraie question, c'est combien de personnes, dans ce cas témoin, combien de personnes ont été revascularisées et quel était le délai surtout pour accéder à la coronarographie. Et on se rend compte dans la Costrial, qui était une des plus belles études, dans le pré-traitement avec le prasugrel. Alors eux, ils avaient 4000 patients, ils avaient à moitié pré-traité. Donc, ils mettaient une demi-dose de charge dès suspicions de SCAS témoin, dès que ce diagnostic était retenu, et une demi-dose de charge complémentaire pendant la coronarographie si on partait vers l'angioplastie. Et il y avait un bras où il n'y avait pas de pré-traitement, ils étaient traités à dose maximale par procédure du moment qu'on allait les revasculariser. On se rend compte qu'il y a 75% de revascularisation, dont 6% chirurgicale, ce qui veut dire que 25% des SCA ne sont pas revascularisés. D'accord ? La question, c'est quid de ce diagnostic ? Pourquoi ils arrivent en salle de coronarographie ? Et le problème du SCAS témoin, c'est surtout ça, c'est que vous allez avoir effectivement 25 ou 30% des patients qui sont sur table de coronarographie sur lesquels il y a des facteurs confondants. Et ce n'est pas forcément un problème coronarien. Et donc, ils n'ont pas besoin de traitement, ils n'ont pas besoin de pré-traitement, ils n'ont pas besoin d'antiagrégants. Et donc, c'est une erreur diagnostique. Donc, alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a 25% d'erreurs diagnostiques initialement. Le diagnostic est très difficile à faire. Mais en tout cas, ils n'ont pas été revascularisés et ils ont été probablement pré-traités par excès. Et le délai à la coronarographie était assez court, était à 4 heures, ce qui est vraiment extrêmement honnête pour des SCAS témoins. Dans une étude plus récente, donc, a comparé le prasugrel au ticagrelor sur 4000 patients, donc 46% de SCAS témoins. Donc il y a une revascularisation qui est plus importante, mais c'est aussi parce qu'il y a 42% de ST+. Mais au final, si on fait les calculs, il y a 25%, voilà, 24% des SCA et témoins qui n'ont pas été revascularisés et qui ont été pré-traités par excès. Et là, le délai entre le diagnostic et la coronarographie est de 55 minutes. Donc finalement, ils sont plus rapides que les SCA-ST+. Donc ça, c'est un biais qui est majeur pour interpréter en tout cas l'intérêt du pré-traitement. Donc si on s'intéresse au nombre de patients non revascularisés, voilà, et sur lequel on a un vrai doute diagnostique. Dans les études sur les SCAS témoins, on tombe entre 25 et 30%. Voilà, c'est comme ça, 25 et 30% des SCAS témoins qui vont arriver sur table de coro, sur lequel ils n'auront pas un problème coronaire qui mérite une revascularisation. Alors des fois, c'est un traitement médical, ça justifie quelque chose, mais souvent, ce sont des erreurs diagnostiques, de la troponine, un peu sur des facteurs cardiaques ou extracardiaques, mais qui ne nécessitent pas de traitement spécifique. Et ça, effectivement, ça biaise énormément ces études, et ça fait basculer. Donc on surtraite 30% des gens dans SCAS témoins. Si on doit le faire, si on doit pré-traiter, on surtraite 30% des gens pour une pathologie qui n'ont finalement pas. Et les délais dans ces études est assez court, donc ils ont une coronarographie très rapidement, donc un délai moyen qui est à moins de 4 heures dans la plupart de ces études. Donc finalement, la vraie question, c'est est-ce que c'est le pré-traitement le vrai débat, ou la question, c'est est-ce que c'est l'accès à la coro qui doit être rapide, tant pour le diagnostic que pour le traitement qui en découle. Donc, et l'intérêt de ne pas pré-traiter aussi, c'est que avec une dose de charge d'antiagrégants, que ce soit du prasugrel ou du ticagrelor, effectivement, en 2 heures, en moins de 2 heures, vous avez une inhibition plaquettaire qui est très puissante, qui est très forte, qui est très rapide. Et donc, voilà, ça diminue franchement les complications ischémiques en chargeant les patients sur table de coronarographie quand vous savez que vous allez les revasculariser. Donc, les antiagrégants plaquettaires, donc, il faut en mettre effectivement dans les SCAS témoins, surtout l'aspirine. Et les autres antiagrégants, donc les émetteurs de P2Y12, donc il faut traiter les SCA, effectivement, et plutôt attendre la coronarographie pour savoir un petit peu ce qu'on fait. Est-ce que le diagnostic est finalement bien retenu? Et la tendance est plutôt à privilégier le prasugrel que le ticagrelor aujourd'hui, avec la dernière étude dont on a parlé, et plutôt encore, effectivement, que le clopidogrel. Et donc dose de charge après coronarographie. Et l'angioplastie peut être finalement soit ad hoc, donc on charge sur table, soit différée. Notamment, c'est la charge thrombotique qui est très importante, des lésions très complexes. On n'a pas envie de partir au combat sur des coronaires effectivement extrêmement abîmés. Alors, certains vont aller à la chirurgie aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais voilà, mais ça, c'est tout l'intérêt effectivement de ne pas traiter les patients. Il faut associer des anticoagulants. Donc il y a les mêmes que pour le SCA ST+, donc les héparines non fractionnées, les HBPM, la bivaleuridine aux doses similaires. Et puis là, il y a une place pour le fondaparinux, alors qui n'est pas à dose curative. Voilà, la différence, c'est que le fondaparinux a été évalué à dose préventive. C'est du 2,5 mg à peu près pour tout le monde. Et sont comparés aux HBPM et sur 12 000 patients qui ont été coronarographiés. Et vous avez 2 fois moins de complications hémorragiques en mettant
du fondaparinux, donc préventif, plutôt que des anticoagulations curatives, que ce soit de l'héparine ou que ce soit des HBPM. Et vous avez un peu plus de thrombose de cathéter, donc il faut systématiquement compléter par une dose d'héparine per procédure. Dans ces groupes, voilà, c'est 40% quasiment de patients non revascularisés dans cette étude. Donc voilà, il y a beaucoup d'erreurs diagnostiques. Le délai à la coronographie était plutôt long, était à 2,5 jours. Donc le pré-traitement, la tendance est plutôt à ne pas en faire. Il y a des arguments en défaveur. C'est que si on accède rapidement à une coronographie, effectivement, il n'y a pas besoin de pré-traiter. On peut voir rapidement. S'il y a un risque hémorragique qui est élevé, il faut surtout ne pas pré-traiter. Donc les femmes, les petits poids, les insuffisants rénaux, les sujets peut-être très âgés. Quand le diagnostic est douteux ou qu'il y a des facteurs confondants, il y a un sepsis, il a fait de la tachycardie, il a fait un passage en fibrillation, il fait de la troponine, des insuffisants rénaux, des choses comme ça. En tout cas, quand on pense à des facteurs confondants et qu'on ne pense pas à une pathologie coronarienne primaire, il ne faut probablement pas pré-traiter ces gens. Les gens qui ont une troponine tardive, peu élevée, pas une troponine précoce parce qu'on peut se faire avoir, mais en tout cas déjà un peu tardive avec une faible souffrance myocardique, vraiment qu'il faut plutôt attendre et ne pas pré-traiter. En faveur du pré-traitement, c'est les modifications dynamiques, voilà, une souffrance continue, vous n'avez pas de SUSST, mais vous avez des douleurs thoraciques qui sont toujours importantes, des franches modifications électriques ou un électro même qui a tendance à bouger sur les électros répétés. Donc il faut vraiment être, et notamment si vous avez un délai à la coronographie qui est un peu prolongé, il y a un bénéfice en tout cas à traiter ces patients, d'autant plus qu'ils ont un risque hémorragique qui est faible. Ou alors que le diagnostic est déjà fait avec un pic de troponine très élevé. Si vous n'avez pas accès à la coronographie très rapidement, il y a probablement une place encore pour le pré-traitement par antiagrégants et des anticoagulations même un peu plus puissants que le fondaparinux. Puis chez les gens qui sont finalement déjà pontés, qui font un SCA, assez typique, s'il n'y a pas trop de facteurs confondants, là il faut avoir aucun remords à les pré-traiter parce qu'on ne va pas réintervenir sur des gens qui sont déjà pontés ou des gens qui ne sont pas candidats pour des pontages, si le risque hémorragique n'est pas très élevé. Voilà, c'est des candidats effectivement chez qui on pourrait pré-traiter. Donc là on a avancé un peu. Il faut aussi discuter dans les protocoles régionaux qu'il faut faire, qu'il faut mettre à jour régulièrement, et nous on va le faire dans la semaine prochaine d'ailleurs avec les acteurs de Lille, les urgentistes, les cardiologues du Sud et de la clinique. Donc on va discuter de mettre à jour un petit peu ces protocoles. Il faut effectivement, donc il faut avoir conscience des spécificités régionales. S'il y en a, il n'y en a pas toujours dans chaque région, mais à La Réunion, effectivement, il y a beaucoup de diabétiques, il y a beaucoup d'insuffisants rénaux. On est le premier département pour l'insuffisance rénale. Ça peut jouer un petit peu sur les médicaments. On est une population qui est plutôt jeune et avec une chondropathie qui est sévère, qui est diffuse, et beaucoup plus qu'en métropole. Et on a une particularité géographique. On a certes une petite surface sur l'île, mais vous avez beaucoup d'écarts. Vous avez des cirques, vous avez pas mal d'embouteillages. Et il faut tenir compte aussi que les deux centres de coronographie sont dans la même ville, sont au nord. Et que ces deux centres utilisent de l'héparine non fractionnée pendant les procédures. Alors ça a son importance, parce que dans les recommandations aussi, je n'en ai pas parlé avant, c'est que les recommandations disent aussi qu'il faut éviter de faire les switches en anticoagulant. C'est-à-dire que si on utilise une héparine non fractionnée avant, en salle de caté, si on doit compléter, il faut utiliser à peu près la même héparine. Et après, derrière, c'est un peu moins vrai, mais en tout cas, il faut éviter ces switches, parce qu'on sait que les switches en anticoagulation majorent de beaucoup le risque hémorragique. Le fait d'avoir effectivement deux héparines non fractionnées en salle de coronographie, ça fera basculer peut-être des modifications sur le protocole. En tout cas, il y aura une place pour la thrombolyse encore dans les écarts, les patients du sud sauvage qui habitent dans les cirques, sauf si on a accès à l'hélicoptère rapidement, et l'hélicoptère il tourne plutôt pas mal. Et c'est complètement justifié. Et puis, il faut aussi simplifier la logistique dans le camion SAMU. Il ne faut pas avoir à disposition 5 antiagrégants, 3 anticoagulants. Je pense qu'il faut faire des choses effectivement concrètes, pratiques, extrêmement simples. Donc, ce que je pourrais proposer moi, pour le protocole régional, donc dans le SKST+, c'est la première question qui va arriver. Donc, le diagnostic est fait de SKST+, c'est est-ce que le patient est sous anticoagulant? Parce que finalement, c'est la première question qui va apparaître. S'il est sous anticoagulant, le match est déjà joué. Il doit aller en salle de coronographie immédiatement. On ne parle pas de thrombolyse. Donc là, il fallait tout faire pour réduire les délais. Et donc, on fait une dose de charge de clopidogrel de 600 mg. On fait une dose d'héparine non fractionnée. Alors, on dit 70 unités kilo. Ça peut être à 60 si la prise d'anticoagulant est précoce. Une dose de charge d'aspirine. Et il va directement donc, à l'angioplastie. S'il n'est pas sous anticoagulant, il y a deux questions qui vont venir. C'est de quand datent les symptômes. Est-ce qu'ils ont plus de 12 heures et est-ce que le délai pour un centre de coronographie est supérieur à 2 heures? Si vous répondez oui à ces deux questions, donc vous êtes éligible à la thrombolyse. Donc,
est-ce que vous avez des contre-indications à la thrombolyse? Donc si vous répondez bah oui, vous avez des contre-indications, c'est pas de chance, vous n'êtes pas éligible à la thrombolyse, donc vous êtes contre-indiqué, donc vous allez à l'angioplastie quoi qu'il se passe, quoi que le transport en coûte, il faut aller vite, mais ce sera l'angioplastie primaire. Si vous avez répondu non à une des deux questions précédentes, donc on part sur l'angioplastie primaire, qui est encore une fois le traitement de référence, et donc là c'est une dose de charge en aspirine, une dose de charge en P2Y12, et on pourra discuter duquel, et une dose de charge en héparine, et vous allez directement en salle de coronarographie. Si vous n'avez pas de contre-indication à thrombolyse, donc vous serez thrombolysé. Et donc là, la question qui va venir, c'est quel âge vous avez? Vous avez plus de 75 ans, donc il faut faire le protocole pour sujet âgé, donc avec une demi-dose de thrombolyse et pas de dose de charge de clopidogrel, auquel effectivement il faut associer l'aspirine et de l'héparine. Vous avez moins de 75 ans, bah, vous êtes éligible au protocole complet avec des doses complètes. Et donc toujours, en organisant le transport, peu importe qu'il y ait un succès ou un échec de thrombolyse, il faut que le transport soit organisé pour arriver le plus rapidement en salle aux soins intensifs avec une coronarographie. Et en parallèle, en permanence, évaluer, y a-t-il ou non un succès de thrombolyse? Si c'est oui, ce sera aux soins intensifs et pour une angioplastie différée, qu'on souhaite la plus précoce possible, notamment pour diminuer l'anticoagulation curative derrière. Si ce n'est pas le cas, bah, vous partez sur une angioplastie de sauvetage. Donc ce protocole, une fois qu'on en discutera et si on le valide tel quel ou avec des modifications, donc effectivement sera disponible notamment sur le site internet, le site de l'école numérique de cardiologie. Donc le protocole sur les SCA sans SUSST, donc il est plus compliqué à établir, il y a beaucoup plus de paramètres à rentrer en ligne de compte. La tendance actuelle, mais je pense que voilà, on peut en discuter, c'est de dire effectivement qu'il ne faut pas pré-traiter. Et donc, si on veut faire le primum non serré du SCA ST-, il faut surtout, à mon avis, aller dans des soins intensifs avec coronographie assez rapidement, voilà, pour avancer sur le diagnostic. Notamment, plus c'est grave, plus il faut avancer effectivement aux soins intensifs et avoir la coronographie assez rapide, puisque si on ne pré-traite pas systématiquement en préhospitalier, je pense qu'il ne faut pas le faire, donc ce sera de l'aspirine, effectivement, que du fondaparinux à dose préventive, donc celle où on est le moins iatrogène, en tout cas sur les complications hémorragiques. Et ceux chez qui c'est douteux, on n'est pas sur diagnostic, il y a des facteurs extrêmement confondants, ils sont plutôt stables, bah, il faut plutôt faire une abstention. Parfois on dit qu'on peut faire de l'aspirine, mais je pense qu'il faut surtout s'abstenir de faire des choses, essayer d'avoir pour se pousser le diagnostic, soit par des tests non invasifs, donc ça peut être géré par les urgences, des soins intensifs, sans forcément de salle de coronographie, et ce sera un transfert secondaire. Puis il y a des protocoles où il faut inclure effectivement le risque hémorragique. Voilà. Si le risque hémorragique est faible, que le patient est grave, on sera plus amené à pré-traiter. Donc ça, c'est des choses effectivement sur lesquelles ce sera plus difficile à lire. Mais voilà, le SCA ST-, la question n'est pas complètement réglée définitivement comme on veut le faire croire dans le pré-traitement. Merci. Merci beaucoup Jérôme pour ce topo exhaustif et à la fois et en même temps très pratique avec tes super arbres à la fin qui vont effectivement finir sur l'ENC. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Fred? Oui, une minute. Moi j'ai une question sur le choix des antiagrégants plaquettaires, c'est-à-dire que je viens de Bretagne. En Bretagne on mettait Fiante en ST+, ça marchait très bien. Là, je vois qu'à La Réunion, depuis 4 ans que j'y suis, c'est Brilique pour tout le monde. Et le retour en post-SCA, c'est le double prise Brilique égale le manque de compliance évident du patient sur la prise du Brilique le soir. C'est-à-dire que quand on les voit au décours des SCA, on en a au moins 15% ou 20% qui ont des oublis réguliers de la prise Brilique le soir. Et quand je vois sur l'arbre décisionnel que il n'y a pas eu l'air d'avoir de tranchées, il y a le ticagrelor, le prasugrel qui sont au même stade. Est-ce que dans un avenir, vous comptez switcher en termes de molécules ou est-ce qu'on reste en ticagrelor en première intention avec le risque de défaut de prise? Oui, alors ça on en discutera effectivement. Je n'ai pas tranché pour l'instant pour ça, mais on en discutera mardi prochain sur lequel on fait la réunion. Mais en tout cas, les preuves aujourd'hui, les prochaines recommandations qui vont sortir, ça va pousser pour effectivement mettre plus de prasugrel et le mettre en première intention effectivement avant le ticagrelor. Oui, tout à fait. Alors, le prasugrel revient sur le devant de la scène avec la dernière étude qui a été faite, alors que le résultat n'était pas très attendu. On s'attendait à plutôt l'inverse. Mais effectivement, ils ont montré un bénéfice qui est important et surtout une réduction des complications hémorragiques. Alors après, c'est pareil dans l'étude. C'est surtout, en fait, ça a étudié 2 molécules, ISAR Reac5.
Mais en fait, c'est pas deux molécules qui ont été étudiées. C'est pas le ticagrelor versus prasugrel, c'est évaluer deux stratégies différentes. Encore une fois, entre le pré-traitement et l'absence de pré-traitement, avec deux molécules qui ont été différentes. Donc ça, c'est un facteur confondant qui est très puissant pour analyser les choses. Mais c'est sûr que la place du prasugrel doit être plus importante aujourd'hui. Oui, Jérôme, merci. Alors, on voit que c'est pas simple. Pour juste complexifier un tout petit peu plus, il y a des anti-11 qui doivent bientôt sortir avec, soi-disant, un meilleur rapport efficacité-sécurité, en particulier de saignement. Est-ce que tu as des informations par rapport à ça? Et si oui, comment tu vois par rapport à... Je pense que c'est encore plus compliqué à lire les choses après, effectivement. Bon, voilà, j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, mais voilà, après, il faut les étudier dans le SCA, il faut étudier dans le programmé, il faut étudier en salle de coronographie. Pour l'instant, on en est loin d'avoir des preuves, en tout cas dans le syndrome coronarien. Après, voilà, si dans d'autres pathologies, ça marche plutôt très bien, effectivement, ils seront challengés dans le SCA. Et les choses changeront, mais c'est pas pour demain encore. On va prendre la dernière question avant le topo suivant. Oui, j'ai juste une petite question sur la thrombolyse dans l'arrêt cardiaque respiratoire. Je ne parle pas de l'arrêt réfractaire, mais l'arrêt avec ST+, qui a été récupéré, on apprend que c'est une contre-indication. Il y a des situations dans le sud où le patient a été massé assez peu de temps, on a un ST+ assez franc avant. Voilà, c'est quoi ton avis sur la question? Oui, après, voilà, c'est pas une contre-indication absolue, je pense, à thrombolyser. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut privilégier l'angioplastie primaire. Après, voilà, s'il est dans le sud, s'il est loin, et si effectivement il y a peu de massage et qu'il va très bien, qu'il a surtout récupéré un rythme circulatoire, le problème aussi d'un thrombolyse, c'est que ça marche moins en post-arrêt cardiaque, même sur les EP graves ou les ST+, c'est que si ça circule moins bien, la thrombolyse systémique circulera moins bien et vous aurez un défaut d'efficacité du traitement. Donc après, s'il a récupéré précocement, qu'il est loin, que les transports sont longs et voilà, et surtout qu'on a des symptômes qui sont précoces. À mon avis, on a des critères effectivement pour de la thrombolyse. C'est du sauvetage, on a un arrêt cardiaque, donc on en est peu enfin voilà, on peut pas dire qu'on peut tout faire sur un arrêt cardiaque, mais en tout cas, effectivement, si on a envie de lui sauver la vie, on a quand même moins de pression que thrombolyser un SCA ST-. Merci beaucoup, merci Jérôme.